Imaginez quelque chose avec moi pendant un instant. Vous êtes allongé dans votre lit, les lumières sont éteintes, et à travers votre fenêtre, vous apercevez cette lueur argentée familière qui baigne doucement votre chambre. La lune. Elle est là, suspendue dans le ciel nocturne, exactement comme elle l'a été chaque nuit de votre vie. Exactement comme elle l'a été chaque nuit de la vie de vos parents, de vos grands-parents et de chaque être humain ayant jamais foulé cette terre. Mais que se passerait-il si je vous disais que cet objet que vous voyez chaque nuit, cet astre que vous tenez pour acquis depuis toujours, pourrait ne pas être ce que vous pensez? Que se passerait-il si je vous disais que la Lune, notre compagnon céleste le plus proche, pourrait être creuse à l'intérieur? Et que se passerait-il si je vous disais que ce n'est même pas la partie la plus choquante de cette histoire? Avant que vous ne leviez les yeux au ciel en pensant qu'il s'agit d'une autre théorie farfelue sans fondement, laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est réellement passé. Nous sommes le 20 novembre 1969. La mission Apollo 12 vient de se poser avec succès sur la surface lunaire dans l'océan des tempêtes. Les astronautes Pete Conrad et Alan Bean ont accompli leur mission, collecter des échantillons, installer des instruments scientifiques, dont un sismomètre extrêmement sensible. Puis vient le moment de repartir. Le module lunaire intrépide décolle de la surface, les astronautes rejoignent le module de commande en orbite, et selon le protocole de la NASA, l'étage de remontée du module lunaire est délibérément précipité vers la surface de la Lune. Un impact calculé, contrôlé, destiné à tester le sismomètre fraîchement installé. L'étage s'écrase avec une force considérable, et c'est là que les choses deviennent étranges, très étranges. Le sismomètre enregistre l'impact, comme prévu. Mais ce qui n'était absolument pas prévu, c'est ce qui suit. La Lune commence à vibrer. Pas pendant quelques secondes, pas pendant quelques minutes. La Lune vibre pendant 55 minutes. 55 minutes de vibration continue, comme si quelqu'un avait frappé une cloche géante dans le vide spatial. Les scientifiques de la NASA n'en croient pas leurs instruments. Ils vérifient, revérifient, recalibrent. Les données sont formelles. La Lune a résonné comme une cloche pendant près d'1 heure. Et aucune explication conventionnelle ne peut pleinement rendre compte de ce phénomène. Mais attendez, ce n'est que le début. La mission Apollo 13, celle que tout le monde connaît pour son explosion et sa célèbre phrase « Houston, nous avons un problème », a elle aussi contribué à cette énigme. Le 3e étage de la fusée, Saturne V, le S-4B, a été volontairement craché sur la surface lunaire avec une force équivalente à 11 tonnes de TNT. Cette fois, la Lune n'a pas vibré pendant 55 minutes. Elle a vibré pendant 3 heures et 20 minutes. 3 heures et 20 minutes de réverbération profonde, détectée jusqu'à une profondeur de 35 à 40 km. Les missions Apollo 14, 15, 16 et 17 ont chacune répété des expériences sismiques similaires. Et chaque fois, les résultats étaient tout aussi déconcertants. La Lune continuait de résonner d'une manière qu'aucun corps solide naturel ne devrait pouvoir faire. Maintenant, pensez à ceci. Si vous frappez une balle de billard avec une autre, vous entendez un clac sec et bref. L'énergie se dissipe rapidement dans un objet solide et dense. Mais si vous frappez une cloche, un gong ou un ballon de métal creux, les vibrations se propagent le long de la surface, rebondissent d'un côté à l'autre et persistent pendant un temps considérablement plus long.
C'est exactement ce que la Lune fait quand on la frappe. Exactement. Et cette simple observation a ouvert une boîte de Pandore de questions qui, plus d'un demi-siècle plus tard, n'ont toujours pas trouvé de réponse définitive. Mais les vibrations ne sont pas la seule chose étrange. Saviez-vous que la Lune est exactement 400 fois plus petite que le Soleil et qu'elle se trouve exactement 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil? Cette coïncidence mathématique parfaite est la raison pour laquelle, depuis notre planète, la Lune et le Soleil semblent avoir exactement la même taille dans le ciel, rendant possible les éclipses solaires totales, ces événements spectaculaires où la Lune recouvre parfaitement le disque solaire. Aucune autre planète du système solaire ne bénéficie d'une telle coïncidence. Aucune. Parmi les centaines de lunes qui orbitent autour des différentes planètes, aucune ne crée une éclipse aussi parfaite que celle que nous observons depuis la Terre. Saviez-vous que la Lune nous montre toujours la même face? Depuis que l'humanité existe, aucun être humain n'a jamais vu l'autre côté de la Lune à l'œil nu. Nous avons dû attendre 1959 et la sonde soviétique Luna 3 pour voir les premières images floues de la face cachée. Et quand les scientifiques ont vu ces images, ils ont été stupéfaits parce que la face cachée est radicalement différente de la face visible. Mais nous y reviendrons. Saviez-vous que certaines roches lunaires rapportées par les missions Apollo ont été datées à plus de 5 milliards 300 millions d'années? Notre Terre n'a que 4 milliards 540 millions d'années. Notre système solaire lui-même n'a que 4 milliards 600 millions d'années. Comment un morceau de la Lune peut-il être plus vieux que la planète dont il est supposé provenir et potentiellement plus vieux que le système solaire tout entier? Saviez-vous que la surface de la Lune contient des concentrations anormalement élevées de titane, un métal que nous utilisons sur Terre pour construire des avions de chasse, des blindages de militaires et des vaisseaux spatiaux, précisément parce qu'il est incroyablement résistant et léger. Les mers lunaires contiennent jusqu'à 10% d'oxyde de titane, alors que les gisements les plus riches sur Terre n'en contiennent qu'1% environ, et des traces d'uranium 236 et de neptunium 237 ont été détectées dans le sol lunaire, des isotopes qui sur Terre ne sont produits que dans les réacteurs nucléaires. Saviez-vous que peu importe la taille de l'objet qui frappe la Lune, les cratères ne semblent jamais dépasser une certaine profondeur? Même le bassin pôle Sud Aitken, entre l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire, avec ses 2500 km de diamètre, ne pénètre pas aussi profondément qu'il le devrait selon les modèles physiques? C'est comme si quelque chose d'incroyablement dur empêchait les impacts de creuser au-delà d'une limite précise. Certains cratères ont même des fonds convexes, c'est-à-dire que le centre du cratère est bombé vers le haut, comme si une structure rigide en dessous avait repoussé la surface. Ce sont des faits, pas des spéculations, pas des inventions, mais des observations scientifiques documentées par la NASA et les agences spatiales du monde entier. Et quand vous les assemblez tous ensemble, quand vous regardez le tableau dans son ensemble, une question vertigineuse émerge. Qu'est-ce que la Lune, vraiment? Et si vous êtes le genre de personne qui aime plonger dans les mystères profonds de l'univers, qui adore explorer les questions auxquelles même les plus grands scientifiques n'ont pas encore de réponse définitive, alors vous êtes exactement au bon endroit. Dans les prochaines 90 minutes,
nous allons entreprendre un voyage extraordinaire. Nous allons remonter le temps jusqu'aux civilisations antiques qui ont observé la Lune bien avant nous. Nous allons explorer chaque théorie sur son origine. Nous allons disséquer les anomalies une par une, avec rigueur et honnêteté. Nous allons plonger au cœur de la théorie de la Lune creuse, comprendre ses arguments et ses faiblesses. Et nous allons découvrir ce que les missions lunaires les plus récentes ont révélé. Des découvertes qui pourraient réécrire tout ce que nous pensions savoir. Et, je vous le promets, la partie la plus choquante n'est pas celle que vous croyez. Alors installez-vous confortablement. Si vous appréciez ce genre de voyage, à travers les mystères du cosmos, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez. La Lune est-elle creuse? Est-elle naturelle? Ou la vérité est-elle quelque chose que nous n'avons même pas encore imaginé? Partagez votre avis, j'adore lire vos réflexions. Et maintenant, commençons par le commencement. Pour comprendre pourquoi la théorie de la Lune creuse a autant de partisans et pourquoi elle ne peut pas être simplement balayée d'un revers de la main, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la Lune selon la science conventionnelle. Et croyez-moi, et même la version officielle est absolument fascinante et remplie de mystères. La Lune est le 5e plus grand satellite naturel du système solaire, avec un diamètre de 3474 km. Elle orbite autour de la Terre à une distance moyenne de 384 400 km, ce qui signifie que si vous pouviez conduire votre voiture en ligne droite vers la Lune à 130 km à l'heure, il vous faudrait environ 123 jours pour y arriver. Elle effectue une orbite complète autour de la Terre en 27,3 jours, ce qu'on appelle le mois sidéral. Sa gravité de surface est environ un 1/6 de celle de la Terre, ce qui signifie que si vous pesez 80 kg sur Terre, vous n'en pèseriez que 13 sur la Lune. Et vous pourriez sauter à des hauteurs vertigineuses, soulever des rochers énormes et vous sentir comme un super-héros. La surface de la Lune est divisée en 2 types principaux de terrain. Les marias, ces grandes plaines sombres que vous pouvez voir à l'œil nu et qui forment ce que beaucoup de cultures décrivent comme le visage de la Lune, sont en réalité d'anciennes coulées de lave basaltique qui ont rempli d'immenses bassins d'impact il y a des milliards d'années. Et les hautes terres, ces régions plus claires et plus brillantes, sont couvertes de cratères d'impact et composées de roches plus anciennes et plus légères, principalement de l'anorthosite. La Lune possède des montagnes, certaines rivalisant avec l'Everest en altitude, des vallées profondes appelées rilles et des millions de cratères de toute taille, du microscopique au colossal. L'atmosphère de la Lune est si ténue qu'on la qualifie d'exosphère plutôt que d'atmosphère à proprement parler. Elle contient des traces infimes de sodium, de potassium, d'hélium et d'argon, mais en quantité si négligeable que c'est pratiquement le vide. C'est pourquoi le ciel lunaire est toujours noir, même en plein jour. C'est pourquoi les empreintes de pas laissées par les astronautes d'Apollo sont toujours là, intactes, un demi-siècle plus tard. Il n'y a pas de vent pour les effacer, pas de pluie pour les éroder, pas de vie pour les piétiner. Les températures à la surface sont extrêmes. Pendant le jour lunaire, qui dure environ 14 jours terrestres, la température peut grimper jusqu'à 127 degrés Celsius. Pendant la nuit lunaire,
qui dure elle aussi 14 jours, et elle chute jusqu'à moins 173 degrés. C'est un monde de contrastes absolus, sans la couverture protectrice d'une atmosphère pour modérer quoi que ce soit. Selon le modèle scientifique standard, l'intérieur de la Lune est structuré en couches, un peu comme la Terre, mais avec des proportions très différentes. Il y a une croûte extérieure d'environ 50 à 70 km d'épaisseur sur la face visible et jusqu'à 150 km sur la face cachée. Sous cette croûte se trouve un manteau rocheux qui constitue la majeure partie du volume lunaire. Et au centre, un petit noyau métallique d'environ 330 km de rayon. Ce noyau est remarquablement petit. Pour comparaison, le noyau de la Terre représente environ 55% du rayon terrestre, tandis que celui de la Lune ne représente qu'environ 20% du rayon lunaire. Cette différence est significative et, comme nous le verrons, elle fait partie des nombreuses choses qui rendent la Lune si inhabituelle. Et puis, il y a l'asymétrie entre les deux faces. La face visible, celle que nous voyons, est dominée par les marias, ces grandes plaines sombres. La face cachée, en revanche, est presque entièrement couverte de hautes terres claires et criblée de cratères, avec une croûte beaucoup plus épaisse et une composition légèrement différente. C'est comme si la Lune avait deux personnalités complètement différentes, une pour chaque côté. Et personne ne sait avec certitude pourquoi. Mais avant de nous plonger plus profondément dans les anomalies scientifiques, faisons un détour fascinant par l'histoire ancienne. Non, parce que ce qui est vraiment intriguant, c'est que de nombreuses civilisations antiques, séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, partagent des récits étrangement similaires à propos de la Lune. Et certains de ces récits sont profondément troublants. Commençons par les Sumériens, l'une des plus anciennes civilisations connues, qui a prospéré en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans. Les Sumériens vénéraient la Lune sous le nom de Nana ou Sin et la considéraient comme l'une de leurs divinités les plus importantes. Mais ce qui est fascinant, c'est que certains textes sumériens semblent faire référence à une époque où la Lune n'était pas encore dans le ciel. Une époque prélunaire, si vous voulez. Cela pourrait n'être qu'un mythe de création, bien sûr, mais le même thème revient dans d'autres cultures. Les Grecs anciens avaient un récit similaire. Aristote et Plutarque font tous deux référence au peuple arcadien, les Prosélènes, dont le nom signifie littéralement « ceux d'avant la Lune ». Selon les traditions grecques, les Arcadiens étaient si anciens qu'ils existaient avant que la Lune n'apparaisse dans le ciel terrestre. Encore une fois, cela pourrait être purement mythologique. Mais c'est curieux que des civilisations aussi éloignées que les Sumériens et les Grecs partagent cette idée d'un monde sans lune. Les légendes zoulous d'Afrique du Sud sont peut-être les plus frappantes de toutes. Selon la tradition zoulou, racontée notamment par le célèbre gardien des traditions Credo Mutwa, la Lune a été amenée sur Terre par deux frères, Wowan et Mpanku, décrits comme des êtres d'un autre monde. Dans cette légende, la Lune est décrite comme un œuf creux, vidé de son jaune et placé en orbite autour de la Terre. Avant l'arrivée de la Lune, selon ces récits, la Terre avait un climat très différent, sans saison marquée, couverte d'une brume permanente. L'arrivée de la Lune aurait provoqué de grands cataclysmes, des inondations massives et changé fondamentalement les conditions de vie sur Terre. Dans la mythologie hindoue, Chandra est le dieu de la Lune,
et les textes védiques contiennent des descriptions étonnamment détaillées de la géographie lunaire, certaines correspondant remarquablement aux observations modernes. Le Rig Veda et d'autres textes anciens décrivent la Lune avec un niveau de détail qui semble dépasser ce qui serait possible avec une simple observation à l'œil nu. La mythologie chinoise raconte l'histoire de Chang'e, la déesse de la Lune, qui y vit avec un lapin de jade. Mais au-delà des mythes, les astronomes chinois anciens ont maintenu des registres astronomiques d'une précision remarquable pendant des millénaires, documentant les éclipses, les phases lunaires et les phénomènes célestes, avec une rigueur qui rivalise avec celle des observatoires modernes. Et de nombreuses tribus amérindiennes ont des récits de création dans lesquels la Lune n'est pas née naturellement, mais a été placée dans le ciel par un créateur ou un être puissant. La distinction est subtile mais importante. Dans ces récits, la Lune n'est pas un accident de la nature, mais un acte délibéré. La question centrale qui émerge de tous ces mythes est celle-ci. Pourquoi tant de civilisations, sans aucun contact entre elles, et partagent-elles l'idée d'une époque sans Lune et l'idée que la Lune a été apportée plutôt que formée naturellement? Est-ce une simple coïncidence mythologique? Ou ces récits préservent-ils le souvenir diffus d'un événement réel, si ancien, qu'il a été transformé en légende au fil des millénaires? La science ne peut pas répondre à cette question avec certitude, mais elle peut nous dire que les mythes de création contiennent parfois des grains de vérité historique déformés par le temps. Maintenant, revenons à la science moderne et à la grande question. D'où vient la Lune? Vous pourriez penser que c'est une question résolue depuis longtemps. Après tout, nous avons envoyé des humains sur la Lune, nous avons rapporté des centaines de kilogrammes d'échantillons, nous avons des télescopes et des sondes en orbite lunaire. Mais la vérité est que l'origine de la Lune reste l'un des débats les plus actifs de la planétologie. Et aucune des théories proposées n'explique parfaitement toutes les observations. La première théorie est celle de la coformation ou coaccrétion. Selon cette idée, la Terre et la Lune se seraient formées simultanément à partir du même nuage de poussière et de gaz qui a donné naissance au système solaire, il y a environ 4,6 milliards d'années. Si c'était le cas, la Terre et la Lune devraient avoir des compositions chimiques très similaires. Or, ce n'est pas ce que nous observons. La Lune est beaucoup moins dense que la Terre. Elle contient beaucoup moins de fer. Et ses proportions isotopiques pour certains éléments sont significativement différentes. Cette théorie ne peut pas expliquer ces différences. Et c'est pourquoi elle a été largement abandonnée par la communauté scientifique. La deuxième théorie est celle de la capture. Selon ce scénario, la Lune se serait formée ailleurs dans le système solaire et aurait été capturée par la gravité terrestre en passant à proximité. C'est une idée séduisante parce qu'elle pourrait expliquer les différences de composition. Mais il y a un problème majeur. Les lois de la mécanique céleste rendent cette capture extrêmement improbable. Pour qu'un corps aussi massif que la Lune soit capturé en orbite stable autour de la Terre, il faudrait qu'un troisième corps intervienne pour absorber l'excès d'énergie cinétique. Sans cela, la Lune aurait simplement été déviée par la gravité terrestre et serait repartie dans l'espace. Certains scientifiques ont proposé des scénarios impliquant l'atmosphère primitive de la Terre ou un disque de débris, mais aucun n'est pleinement convaincant. La troisième théorie est celle de la fission, proposée par George Darwin
le fils de Charles Darwin, à la fin du XIXe siècle. Selon cette idée, la Terre primitive tournait si rapidement sur elle-même qu'un morceau s'en serait détaché par force centrifuge, formant la Lune. L'océan Pacifique aurait pu être la cicatrice laissée par ce détachement. C'est une hypothèse élégante, mais les calculs montrent que la Terre aurait dû tourner à une vitesse invraisemblablement rapide, avec un jour d'environ 2h30 pour que cela fonctionne. De plus, la composition chimique de la Lune ne correspond pas exactement à celle du manteau terrestre, ce qui complique cette explication. La quatrième théorie, et de loin la plus acceptée aujourd'hui, est l'hypothèse de l'impact géant, souvent appelée la théorie de Theia. Selon ce scénario, il y a environ 4,5 milliards d'années, un corps de la taille de Mars, baptisé Theia, est entré en collision avec la jeune Terre. Cet impact cataclysmique aurait arraché d'énormes quantités de matière des manteaux des deux corps, projetant des débris en orbite autour de la Terre. Ces débris se seraient ensuite agglomérés pour former la Lune. Cette théorie explique beaucoup de choses, la densité plus faible de la Lune, car la plupart du fer lourd serait resté dans le noyau terrestre, l'absence d'un grand noyau lunaire, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et le moment angulaire du système Terre-Lune. Mais même cette théorie favorite a des problèmes significatifs. Des analyses isotopiques récentes montrent que la Terre et la Lune partagent des signatures isotopiques presque identiques pour l'oxygène, le tungstène et le titane, ce qui est difficile à expliquer si la Lune est constituée en partie de matériaux provenant d'un corps étranger comme Theia. Si un objet extérieur avait contribué significativement à la formation de la Lune, on s'attendrait à des signatures isotopiques différentes. La cinquième théorie, plus récente, est celle des impacts multiples. Selon ce modèle, au lieu d'un seul impact géant, plusieurs impacts plus petits au cours de l'histoire primitive de la Terre auraient chacun généré des mini-lunes, des moonlets, qui se seraient progressivement fusionnés pour former la Lune actuelle. Mais cette théorie résout certains problèmes de l'hypothèse de l'impact géant, notamment la question des signatures isotopiques, car si les impacteurs étaient nombreux et variés, les contributions de matériaux étrangers seraient diluées. Mais elle soulève ses propres questions, notamment sur la dynamique complexe de la fusion de multiples petits corps en un seul grand satellite. Voici la réalité que la plupart des documentaires ne vous disent pas. Après des décennies de recherche, de simulations informatiques sophistiquées et d'analyse d'échantillons lunaires, aucune théorie unique ne parvient à expliquer toutes les caractéristiques de la Lune de manière satisfaisante. Chacune résout certains problèmes tout en créant de nouveaux. Et c'est précisément cette incertitude qui laisse la porte ouverte à des hypothèses plus radicales. Mais avant d'explorer ces hypothèses radicales, prenons un moment pour apprécier quelque chose de profondément important. Quelle que soit l'origine de la Lune, son influence sur la Terre est si fondamentale que sans elle, vous et moi n'existerions probablement pas. Ce n'est pas une exagération. La Lune est littéralement l'un des facteurs les plus importants qui ont permis l'émergence et le maintien de la vie complexe sur notre planète. Commençons par les marées. La gravité de la Lune exerce une force de marée sur les océans terrestres, créant les marées hautes et basses que nous observons quotidiennement. Mais les marées ne sont pas qu'un phénomène esthétique pour les promeneurs de plage. Dans les premiers temps de la vie sur Terre, les zones intertidales, ces espaces alternativement submergés
et exposés par les marées, ont probablement joué un rôle crucial dans la transition de la vie marine vers la vie terrestre. Ces bassins de marée naturels créaient des environnements uniques où les organismes marins étaient périodiquement exposés à l'air, les poussant à développer des adaptations pour survivre hors de l'eau. Sans la Lune et ses marées, cette transition aurait pu être beaucoup plus difficile, voire impossible. Ensuite, il y a la stabilisation de l'axe de rotation de la Terre. L'axe de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite. Et c'est cette inclinaison qui nous donne les saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, tous existent parce que la Terre est penchée. Mais sans la Lune, cette inclinaison ne serait pas stable. Des simulations informatiques montrent que sans l'influence gravitationnelle stabilisatrice de la Lune, l'axe terrestre oscillerait de manière chaotique, passant potentiellement de 0 à plus de 85 degrés sur des échelles de temps de quelques millions d'années. Imaginez une Terre où l'un des pôles pointe directement vers le Soleil pendant des mois, puis plonge dans une obscurité totale. Les changements climatiques seraient si extrêmes et si rapides qu'aucun écosystème complexe ne pourrait s'adapter suffisamment vite. La vie pourrait exister sous forme microbienne, mais les forêts, les animaux, les êtres humains, presque certainement pas. La Lune a également ralenti la rotation de la Terre au fil du temps. Quand la Terre était jeune, un jour ne durait que 6 à 8 heures environ. La gravité de la Lune, par le mécanisme des forces de marée, a progressivement freiné la rotation terrestre, allongeant les jours jusqu'aux 24 heures que nous connaissons aujourd'hui. Ce ralentissement a eu des conséquences profondes sur le climat et les conditions atmosphériques. Une Terre tournant beaucoup plus vite aurait des vents beaucoup plus violents, des tempêtes plus extrêmes et une dynamique atmosphérique fondamentalement différente. Et la Lune joue aussi un rôle de bouclier partiel. Sa masse gravitationnelle dévie certains objets qui pourraient sinon frapper la Terre, et sa propre surface, criblée de millions de cratères d'impact, témoigne du nombre de projectiles cosmiques qu'elle a interceptés au cours de milliards d'années. Tout cela mène à ce qu'on appelle l'hypothèse de la Lune rare. L'idée que posséder un satellite aussi grand, aussi proche et aussi stabilisant que notre Lune est peut-être extrêmement inhabituel dans l'univers. Si c'est vrai, cela signifierait que les planètes capables d'abriter une vie intelligente pourraient être beaucoup plus rares que nous ne le pensons. La Lune n'est pas un simple ornement céleste. C'est, d'une certaine manière, la gardienne de la vie terrestre. Pensez à cela un instant. Respirez profondément. Laissez cette idée pénétrer votre esprit. Chaque nuit que vous passez sous la lumière de la Lune, vous êtes en train de contempler l'un des facteurs les plus critiques de votre propre existence, et nous ne savons même pas avec certitude comment elle est arrivée là. Maintenant, plongeons dans les anomalies. Et je vais être honnête avec vous. Cette section est celle qui va soit vous fasciner au plus haut point, soit vous empêcher de dormir cette nuit. Peut-être les deux. Parce que les anomalies de la Lune ne sont pas des inventions de théoriciens marginaux. Ce sont des observations documentées par des scientifiques, des agences spatiales et des instruments de mesure de haute précision. Et quand on les examine ensemble, elles forment un tableau profondément déconcertant. Revenons d'abord aux expériences sismiques d'Apollo, parce que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Quand je dis que la Lune résonne comme une cloche, il est important de comprendre ce que cela signifie
sur le plan physique. Quand une onde sismique se propage dans un corps solide et homogène, elle perd rapidement de l'énergie. Les vibrations sont absorbées par le matériau, converties en chaleur, et s'estompent en quelques minutes au plus. C'est ce qui se passe lors d'un tremblement de terre sur Terre. Les secousses sont intenses mais brèves, parce que la croûte terrestre, remplie d'eau, de failles et de matériaux variés, absorbe efficacement l'énergie sismique. Mais sur la Lune, c'est différent. Les ondes sismiques se propagent sur de longues distances avec très peu d'atténuation, et au lieu de s'estomper rapidement, elles augmentent graduellement en intensité, atteignent un pic, puis diminuent lentement sur une période de temps extraordinairement longue. Ce profil est caractéristique de ce qu'on observe dans une structure à coquille, c'est-à-dire un objet creux ou semi-creux avec une paroi rigide. Le docteur Clive R. Neal, professeur de génie civil et sciences géologiques à l'Université de Notre-Dame, a décrit les données sismiques lunaires comme tout à fait étranges. Il a noté que les séismes lunaires peu profonds, ceux qui se produisent à moins de 200 km de profondeur, sont particulièrement problématiques. Certains de ces séismes atteignent une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter et durent plus de 10 minutes, un comportement inexplicable par les modèles standards. Sur Terre, un séisme de magnitude similaire dure typiquement 30 secondes à 2 minutes. La NASA, pour sa part, a proposé une explication. Selon les scientifiques de l'agence, la prolongation des vibrations lunaires serait due à l'extrême sécheresse de la roche lunaire. Sur Terre, l'eau présente dans les roches agit comme un amortisseur, absorbant l'énergie sismique et raccourcissant la durée des vibrations. La Lune étant complètement dépourvue d'eau dans ses roches, cet amortissement n'existe pas, et les ondes sismiques peuvent se propager beaucoup plus longtemps. C'est une explication raisonnable, et elle est certainement en partie correcte. Mais de nombreux chercheurs estiment qu'elle n'explique pas entièrement l'ampleur et la durée des réverbérations observées. La sécheresse de la roche peut rallonger les vibrations, oui, mais de 55 minutes à 3 heures et 20 minutes. Cela reste un point de débat légitime dans la communauté scientifique. Passons maintenant à la question de la densité. La densité moyenne de la Lune est de 3,34 grammes par centimètre cube. Celle de la Terre est de 5,52 grammes par centimètre cube. La Lune est donc environ 40% moins dense que la Terre. Si la Lune s'est formée à partir de matériaux arrachés à la Terre lors d'un impact géant, comme le propose la théorie dominante, pourquoi est-elle si beaucoup moins dense? La réponse standard est que l'impact géant aurait principalement éjecté des matériaux du manteau terrestre qui sont plus légers que le noyau de fer, et que le fer lourd serait resté sur Terre ou aurait été réabsorbé. C'est une explication cohérente, mais elle implique que la Lune devrait être presque exclusivement composée de matériaux de type manteau, ce qui ne correspond pas parfaitement à toutes les observations. De plus, le moment d'inertie de la Lune, une mesure de la façon dont sa masse est distribuée, suggère que la densité n'est pas uniformément répartie. La Lune se comporte comme si sa masse était concentrée dans une coquille extérieure plutôt que dans un noyau dense. C'est exactement ce qu'on attendrait d'un corps creux ou semi-creux, bien que d'autres explications soient possibles, comme un noyau très petit et un manteau relativement homogène. Et puis, il y a les mascons.
Ce nom, contraction de Mass Concentrations, désigne des régions sous la surface lunaire où la gravité est anormalement forte. Ils ont été découverts dans les années 1960 par les sondes Lunar Orbiter, qui ont constaté que leurs trajectoires orbitales étaient perturbées en passant au-dessus de certaines régions de la Lune, principalement sous les Marias. Quelque chose de très dense est enfoui sous ces plaines sombres. Et l'explication scientifique standard est que les mascons sont des accumulations de basalte dense qui a rempli d'anciens bassins d'impact, combinés avec une remontée du manteau plus dense lors de la phase de rebond isostatique après l'impact. C'est une explication raisonnable et probablement correcte dans la plupart des cas. Mais certains mascons sont si prononcés et si bien définis qu'ils soulèvent des questions sur la rigidité de la structure qui les maintient en place. Sur une planète avec un manteau fluide, les mascons finiraient par s'enfoncer et se rééquilibrer au fil du temps géologique. Le fait qu'ils persistent après des milliards d'années suggère que la structure lunaire est remarquablement rigide, ce qui est cohérent avec soit un manteau très visqueux et refroidi, soit, selon les partisans, de la théorie creuse, et qu'une coquille structurelle artificielle. Le problème de la profondeur des cratères est peut-être l'une des anomalies les plus frappantes. Sur n'importe quel corps céleste, la profondeur d'un cratère d'impact devrait être proportionnelle à la taille et à la vitesse du projectile. Plus l'impact est violent, plus le cratère devrait être profond. Et c'est généralement ce qu'on observe, sauf sur la Lune, où il semble y avoir un plafond de profondeur que les impacts ne dépassent jamais. Prenons le bassin Pôle Sud Aitken, situé sur la face cachée de la Lune. C'est l'un des plus grands cratères d'impact connus dans tout le système solaire, avec un diamètre d'environ 2500 km. L'objet qui a créé ce bassin devait être colossal, peut-être 200 km de diamètre, et devait voyager à des dizaines de kilomètres par seconde. Un tel impact aurait dû pénétrer profondément dans la Lune, peut-être même atteindre son noyau. Pourtant, la profondeur maximale du bassin est d'environ 8 km, ce qui est remarquablement peu pour un cratère de cette taille. Quelque chose a empêché l'impact de creuser plus profondément. L'explication conventionnelle fait appel au rebond isostatique et au remplissage par le magma. Après un impact suffisamment important, le manteau sous-jacent semi-fluide rebondit vers le haut et la lave peut remplir le bassin, réduisant sa profondeur apparente. C'est un mécanisme bien documenté et certainement un facteur important. Mais certains chercheurs restent perplexes devant la constance de cette profondeur limite à travers des cratères de taille très différentes. Et les fonds convexes observés dans certains cratères, où le centre est plus élevé que les bords, restent un sujet de discussion. Parlons maintenant des roches lunaires elles-mêmes, parce qu'elles sont extraordinaires à plus d'un titre. Les missions Apollo ont rapporté 382 kg d'échantillons lunaires, et les missions soviétiques Luna ont rapporté quelques centaines de grammes supplémentaires. Ces échantillons ont été analysés par des laboratoires du monde entier pendant des décennies et ils ont révélé des surprises considérables. La première surprise est la concentration de titane. Les régions de Mars sur la Lune contiennent des quantités extraordinaires d'ilménite, un minéral d'oxyde de fer et de titane. Certains échantillons contiennent jusqu'à 10% d'oxyde de titane, avec une concentration qui éclipse tout ce qu'on trouve naturellement sur Terre. Le titane est l'un des métaux les plus résistants
et les plus légers que nous connaissions. Sur Terre, il est utilisé dans les applications les plus exigeantes. Fuselage d'avions de combat, blindage de chars, coques de sous-marins, implants médicaux et bien sûr, composants de vaisseaux spatiaux. Trouver un tel enrichissement en titane sur la Lune est frappant et, selon certains, suggestif. La deuxième surprise est la présence de traces d'uranium-236 et de neptunium-237 dans le sol lunaire. L'uranium-236 ne se forme pas naturellement en quantité significative. Sur Terre, il est produit par l'irradiation neutronique de l'uranium-235, un processus qui se produit dans les réacteurs nucléaires. Le neptunium-237 est également un produit de réaction nucléaire artificielle. Alors comment ces isotopes se sont-ils retrouvés sur la Lune? Les explications conventionnelles incluent l'irradiation par les rayons cosmiques et le vent solaire qui bombardent la surface lunaire non protégée depuis des milliards d'années, créant des isotopes par spallation et capture neutronique. C'est une explication plausible, mais les concentrations exactes restent un sujet d'étude. La troisième surprise concerne l'âge de certains échantillons. Des méthodes de datation radiométrique ont donné des âges allant jusqu'à 5 milliards 300 millions d'années pour certains échantillons de sol lunaire. C'est 700 millions d'années de plus que l'âge estimé de la Terre elle-même et presque aussi vieux que le système solaire. Ces datations sont controversées, certains scientifiques les attribuant à des contaminations ou à des erreurs de mesure, mais d'autres les considèrent comme légitimes et troublantes. La quatrième surprise est la découverte de roches rouillées. La mission Apollo 16 a rapporté des échantillons contenant de l'oxyde de fer, communément appelé rouille. La formation de rouille nécessite la présence d'oxygène et d'eau, deux choses que la Lune n'est pas censée posséder. Comment de la rouille s'est-elle formée sur un monde sans air et sans eau? Des recherches récentes, notamment une étude publiée en 2020, ont suggéré que l'oxygène de l'atmosphère terrestre pourrait être transporté jusqu'à la Lune par la queue magnétique de la Terre, et que des traces d'eau pourraient la provenir d'impacts de micrométéorites ou du vent solaire interagissant avec les minéraux lunaires. C'est une explication ingénieuse, mais elle souligne à quel point notre compréhension de la Lune évolue constamment. Abordons maintenant le verrouillage gravitationnel, ce phénomène qui fait que la Lune nous montre toujours la même face. Le verrouillage par marée, ou synchronisation spin-orbite, est un phénomène bien compris en mécanique céleste. La gravité de la Terre exerce un couple sur le renflement de marée de la Lune, ce qui a progressivement freiné sa rotation, jusqu'à ce que sa période de rotation coïncide exactement avec sa période orbitale. C'est un processus naturel, et de nombreuses autres lunes du système solaire sont également en rotation synchrone avec leur planète. Mais ce qui rend le cas de la Lune unique, c'est la combinaison de ce verrouillage avec d'autres coïncidences. L'orbite de la Lune est remarquablement circulaire pour un satellite de cette taille, avec une excentricité de seulement 0,055. Son plan orbital est proche du plan écliptique et, comme nous l'avons mentionné, elle est à exactement la bonne distance pour créer des éclipses solaires totales, parfaites. Chacune de ces caractéristiques prises individuellement est explicable et pas particulièrement remarquable. Mais la probabilité que toutes ces conditions soient réunies simultanément pour un seul satellite est, selon les calculs, extraordinairement faible.
Isaac Asimov, le célèbre auteur de science-fiction et biochimiste, a exprimé cette perplexité de manière éloquente. Il n'y a aucune raison astronomique pour que la Lune et le Soleil s'ajustent si parfaitement. C'est une pure coïncidence, et seule la Terre parmi toutes les planètes est bénie de cette façon. Asimov, en tant que scientifique, ne soutenait pas l'idée d'une Lune artificielle. Mais il reconnaissait que cette coïncidence est remarquable et mérite réflexion. Maintenant, parlons des phénomènes lunaires transitoires, ces événements mystérieux qui ont été observés et documentés pendant des siècles. Les astronomes, depuis l'invention du télescope et même avant, ont rapporté avoir vu des lueurs, des éclairs, des changements de couleur, des brumes et des ombres mouvantes sur la surface de la Lune. La NASA a catalogué plus de 570 événements de ce type. L'un des plus célèbres s'est produit en 1178, quand des moines de Canterbury, en Angleterre, ont rapporté avoir vu la partie supérieure de la Lune se fendre en deux, avec une flamme jaillissant de la fissure. Certains chercheurs pensent que cet événement pourrait correspondre à l'impact qui a créé le cratère Giordano Bruno, un cratère relativement jeune et encore très lumineux sur la face cachée de la Lune. Mais cette théorie est débattue, car un impact suffisamment violent pour être visible depuis la Terre aurait projeté une quantité énorme de débris, dont certains auraient dû tomber sur Terre sous forme de pluie de météorites, ce qui n'est pas clairement attesté dans les chroniques de l'époque. Le cratère Aristarchus est le site le plus actif pour les phénomènes lunaires transitoires. Des dizaines d'observations au fil des siècles font état de lueurs rougeâtres, de brumes bleues et d'éclats lumineux émanant de cette région. Les explications proposées incluent le dégazage, où des gaz, comme le radon ou l'argon, s'échappent de l'intérieur de la Lune à travers des fissures, des effets piézoélectriques ou le stress de marée exercé par la gravité terrestre sur les roches lunaires génère des charges électriques et des décharges lumineuses, et des impacts de micrométéorites qui peuvent produire de brefs éclats de lumière. Toutes ces explications sont plausibles et couvrent probablement la majorité des observations. Mais certains rapports, notamment ceux décrivant des lumières qui semblent se déplacer sur la surface lunaire, restent difficiles à expliquer par ces mécanismes naturels. Et enfin, il y a le mystère magnétique. La Lune n'a actuellement aucun champ magnétique global, contrairement à la Terre qui est protégée par un puissant champ magnétique généré par son noyau de fer liquide en rotation. Mais les roches lunaires rapportées par Apollo montrent des traces de magnétisme, Riemann, ce qui signifie que ces roches ont été magnétisées à un moment donné de l'histoire de la Lune. Cela implique que la Lune a autrefois possédé un champ magnétique. Pour générer un champ magnétique par effet dynamo, un corps céleste a besoin d'un noyau métallique liquide, en convection. Mais le noyau de la Lune est supposé être très petit et avoir refroidi relativement rapidement. Les modèles standards ont du mal à expliquer comment un noyau aussi petit a pu maintenir un dynamo actif pendant aussi longtemps. Et les études les plus récentes suggèrent que le champ magnétique ancien de la Lune était, à certaines époques, encore plus puissant que le champ magnétique actuel de la Terre. Comment est-ce possible? De plus, il existe des anomalies magnétiques localisées sur la surface lunaire, des endroits où le champ magnétique est étonnamment fort. Beaucoup de ces anomalies se trouvent sur la face cachée, exactement à l'opposé des grands bassins d'impact de la face visible.
Ce phénomène, appelé anomalie magnétique antipodale, suggère que les ondes de choc des impacts géants ont pu concentrer et préserver le champ magnétique au point diamétralement opposé. C'est une explication fascinante et probablement correcte, mais elle soulève elle-même des questions sur la nature exacte de l'intérieur lunaire qui a permis une telle propagation et concentration des ondes de choc. Vous voyez le tableau qui se dessine. Chaque anomalie, prise séparément, a une explication conventionnelle plausible. Les vibrations prolongées, roches sèches, la faible densité, manque de fer, les cratères peu profonds, rebonds isostatiques, les mascons, basalte dense, le verrouillage gravitationnel, mécanique céleste, standard. Mais quand vous les assemblez toutes, quand vous regardez l'ensemble du puzzle, une certaine dissonance émerge. Et c'est cette dissonance qui a conduit certains scientifiques à proposer une hypothèse radicale. Nous arrivons maintenant au cœur de notre voyage, la théorie de la Lune creuse. Et je veux être très clair sur la manière dont nous allons aborder ce sujet. Nous n'allons ni l'accepter aveuglément, ni la rejeter avec mépris. Nous allons l'examiner avec la même rigueur et la même curiosité que nous appliquons à n'importe quelle autre hypothèse scientifique. Nous allons regarder ses arguments, évaluer ses forces et ses faiblesses, et tirer nos propres conclusions. L'hypothèse de la Lune, creuse dans sa forme moderne, a été proposée pour la première fois en 1970 par deux scientifiques soviétiques, Mikhail Vazin et Alexander Sherbakov, dans un article publié dans le magazine Sputnik sous le titre provocateur « La Lune est-elle une création de l'intelligence extraterrestre ?» Ces deux chercheurs de l'Académie des sciences de l'URSS ont, dans un contexte de guerre froide où la course à l'espace alimentait toutes les imaginations, ont avancé une thèse audacieuse. La Lune serait un planétoïde artificiel, creusé intentionnellement par une civilisation extraterrestre avancée et placé en orbite autour de la Terre. Selon leur modèle, la Lune originale était un corps naturel, probablement beaucoup plus petit que la Lune actuelle, qui a été transformée par une technologie incompréhensiblement avancée. L'intérieur a été vidé, la matière extraite a été utilisée ou évacuée, et une coquille rigide a été construite, recouverte d'une couche de roches et de régolithes pour la camoufler et la rendre indistinguable, de loin, d'un satellite naturel. Cette coquille, selon Vazin et Sherbakov, est composée de deux couches distinctes. La couche externe est d'environ 3 à 5 km d'épaisseur et constituée de roches et de sols lunaires d'apparence naturelle. C'est ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce sur quoi les astronautes ont marché. Sous cette couche naturelle se trouverait une coque interne, faite de métaux traités et d'alliages d'une résistance extraordinaire, probablement à base de titane et d'autres métaux réfractaires. Cette coque serait responsable de la limitation de la profondeur des cratères. Les impacts cosmiques peuvent briser et déplacer la couche rocheuse externe, mais ne parviennent jamais à percer la coque métallique interne. Sous cette double coquille se trouverait un immense espace intérieur. Vazin et Sherbakov ont spéculé que cet espace pourrait contenir une atmosphère, des écosystèmes ou des mécanismes technologiques. Ils ont suggéré que la Lune pourrait être un vaisseau spatial multigénérationnel, un arche conçu pour transporter une civilisation à travers les distances interstellaires, un peu comme les arches de Noé cosmiques imaginées par la science-fiction. Examinons maintenant les arguments que Vazin et Sherbakov ont avancés pour soutenir leur hypothèse.
en les confrontant aux données disponibles. Premier argument, les vibrations sismiques. Nous en avons longuement parlé. La résonance prolongée de la Lune lorsqu'elle est frappée est exactement ce qu'on attendrait d'une sphère métallique creuse recouverte d'une couche de roche. Dans leur modèle, l'énergie sismique se propage le long de la coque métallique, rebondissant et se réfléchissant sur la surface interne, produisant des vibrations de longue durée. L'analogie de la cloche n'est pas seulement poétique, c'est une description physiquement précise du comportement attendu d'une telle structure. Deuxième argument, la densité anormalement faible. Si la Lune est en grande partie creuse, sa faible densité moyenne s'explique naturellement. Un corps composé d'une coque dense, mais d'un intérieur largement vide, aurait une densité moyenne bien inférieure à celle d'un corps solide de même composition. Troisième argument, le petit noyau. Si la Lune est creuse, elle n'a pas de noyau au sens conventionnel. Ce que les données sismiques interprètent comme un petit noyau pourrait en réalité être la coque interne elle-même, qui, étant dense et métallique, produirait des signatures sismiques similaires à celles d'un noyau. Quatrième argument, la profondeur limitée des cratères. Dans le modèle Vazin-Sherbakov, la coque métallique agit comme un bouclier impénétrable. Les impacts cosmiques peuvent creuser la couche rocheuse externe, mais ils bottent sur la coque métallique interne, ce qui explique pourquoi aucun cratère ne dépasse une profondeur d'environ 5 à 6 km. Cinquième argument, les mascons. Dans leur modèle, les mascons ne sont pas des accumulations de basalte dense, mais des composants structurels de la Lune artificielle, des supports, des machineries ou des systèmes de stockage enfouis sous la surface, dont la masse concentrée crée les anomalies gravitationnelles observées. Sixième argument, le titane. La concentration extraordinaire de titane dans la croûte lunaire est, selon les partisans de la théorie, ou exactement le matériau qu'une civilisation avancée choisirait pour construire une coque spatiale. Le titane est léger, extraordinairement résistant à la corrosion, et capable de supporter des températures extrêmes. C'est le métal de choix pour les applications aérospatiales les plus exigeantes. Septième argument, l'âge des échantillons. Si la Lune est un artefact construit ailleurs dans la galaxie et amené dans notre système solaire, les matériaux qui la composent pourraient être beaucoup plus anciens que la Terre, ou même le système solaire, ce qui expliquerait les datations apparemment impossibles de certains échantillons lunaires. Huitième argument, les traditions anciennes. Les récits de multiples civilisations sur une époque avant la Lune et sur la Lune comme un objet apporté plutôt que formé pourraient, dans cette interprétation, préserver le souvenir collectif de l'arrivée réelle de la Lune dans le ciel terrestre. En 1975, l'auteur américain Don Wilson a compilé tous ces arguments et bien d'autres dans un livre intitulé « Notre mystérieux vaisseau spatial, la Lune », qui est devenu un best-seller et a popularisé l'hypothèse auprès du grand public. Wilson a ajouté ses propres analyses, soulignant que la probabilité de toutes ces anomalies étant de simples coïncidences, est, selon lui, astronomiquement faible. Il a également souligné les citations de scientifiques de la NASA exprimant leur perplexité face aux données lunaires, comme le docteur Gordon MacDonald de la NASA, qui a déclaré que les données suggéraient que la Lune est plus probablement creuse que pas, ou le docteur
Sean C. by Solomon du MIT, qui a écrit que les expériences Lunar Orbiter ont considérablement amélioré notre connaissance du champ gravitationnel de la Lune et ont indiqué la possibilité effrayante que la Lune soit creuse. Il est important de noter ici que ces citations, bien que réelles, sont souvent sorties de leur contexte par les partisans de la théorie creuse. Ces scientifiques ne soutenaient pas nécessairement l'idée d'une Lune artificielle. Ils exprimaient leur surprise face à des données qui ne correspondaient pas à leurs attentes pour un corps naturel conventionnel. Plus récemment, les auteurs Christopher Knight et Alan Butler ont poussé l'analyse encore plus loin dans leur livre « Qui a construit la Lune ?», publié en 2005. Or, leur approche est différente de celle de Vazin et Shcherbakov. Plutôt que de se concentrer sur les anomalies physiques, Knight et Butler se sont penchés sur les relations mathématiques entre la Lune, la Terre et le Soleil, découvrant des correspondances numériques qu'ils considèrent comme trop précises pour être accidentelles. Par exemple, le diamètre de la Lune, multiplié par 366,259, donne le diamètre du Soleil. Le diamètre de la Terre multiplié par 366,259 donne la circonférence orbitale de la Lune. Le diamètre de la Lune multiplié par 27,322 donne la circonférence de la Terre. Le nombre 366,259 correspond au nombre de jours sidéraux dans une année terrestre. Le nombre 27,322 correspond à la période orbitale sidérale de la Lune en jours. Ces relations mathématiques, selon Knight et Butler, forment un réseau si interconnecté et si précis qu'il ne peut pas être le résultat du hasard. Ils en concluent que quelqu'un ou quelque chose a conçu le système Terre-Lune-Soleil selon des principes mathématiques délibérés. La communauté scientifique a répondu à ces affirmations avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Les critiques mathématiques soulignent que lorsqu'on dispose d'un nombre suffisant de mesures et qu'on est libre de choisir les opérations arithmétiques à appliquer, on peut presque toujours trouver des relations numériques apparemment significatives entre n'importe quels objets. C'est un phénomène connu sous le nom de numérologie et il est considéré comme un piège cognitif classique en science. Pour qu'une relation mathématique soit considérée comme significative, elle doit être prédictive et découler d'une théorie physique sous-jacente, pas simplement être observée a posteriori. L'auteur et conférencier David Icke a poussé la théorie de la Lune creuse dans des directions encore plus radicales, proposant que la Lune n'est pas seulement un vaisseau spatial, mais un émetteur de fréquences qui affecte la conscience humaine. Selon Icke, la Lune diffuserait un signal qui maintient l'humanité dans un état de conscience limité, une sorte de matrice lunaire qui empêche les êtres humains de percevoir la vraie nature de la réalité. Il est important de souligner que ces idées sont très éloignées de toute science vérifiable et reposent sur des affirmations non testables. Nous les mentionnons pour être complets, mais elles ne doivent pas être confondues avec les anomalies scientifiques réelles que nous avons discutées. Maintenant, soyons honnêtes et équilibrés. Il est temps de présenter les contre-arguments de la communauté scientifique parce que la science ne fonctionne qu'en examinant toutes les perspectives avec rigueur. La science conventionnelle rejette massivement l'hypothèse de la Lune creuse, et elle a de bonnes raisons pour cela. Voici les principaux contre-arguments
présentés avec la même attention que nous avons accordée aux arguments en faveur de l'hypothèse. Premièrement, la masse et la densité de la Lune, bien qu'inférieures à celle de la Terre, sont parfaitement cohérentes avec un corps composé d'une épaisse couche de roches silicatées et d'un petit noyau métallique. Et la densité de 3,34 grammes par centimètre cube n'est pas assez faible pour indiquer un intérieur creux. Pour comparaison, les roches silicatées typiques ont une densité de 2,5 à 3,3 grammes par centimètre cube et le fer a une densité de 7,9 grammes par centimètre cube. Une Lune composée principalement de roches silicatées avec un petit noyau de fer aurait exactement la densité observée. Une Lune véritablement creuse, avec une coque de quelques kilomètres d'épaisseur seulement, aurait une densité bien inférieure. Deuxièmement, nous avons des données sismiques détaillées de la Lune qui cartographient sa structure interne. Les 4 sismomètres installés par les missions Apollo 12, 14, 15 et 16 ont fonctionné pendant 8 ans. De 1969 à 1977, enregistrant des milliers de séismes lunaires et d'impacts. L'analyse de ces données, en mesurant la vitesse et le comportement des ondes sismiques P et S à travers l'intérieur lunaire, a permis de construire un modèle de la structure interne qui montre clairement une croûte, un manteau et un noyau. Les ondes sismiques se comportent de manière cohérente avec un corps différencié, pas avec un corps creux. Si la Lune était creuse, les ondes sismiques se comporteraient très différemment, notamment en montrant des réflexions claires sur une surface interne, ce qui n'a pas été observé. Troisièmement, le verrouillage gravitationnel est un phénomène naturel bien compris et extrêmement courant. Presque toutes les grandes lunes du système solaire sont en rotation, synchrone avec leurs planètes. Les 4 grandes lunes de Jupiter, les principales lunes de Saturne et bien d'autres. Ce n'est pas une coïncidence mystérieuse. C'est le résultat inévitable de l'interaction gravitationnelle sur de longues périodes. Quatrièmement, la coïncidence des éclipses parfaites est temporaire. La Lune s'éloigne de la Terre de 3,8 cm par an. Dans le passé, elle était plus proche et paraissait plus grande que le Soleil dans le ciel. Dans le futur, elle sera plus loin et ne pourra plus couvrir entièrement le Soleil. Nous vivons simplement à une époque où la distance est juste bonne. Si vous vivez assez longtemps dans l'histoire cosmique, toutes sortes de coïncidences temporaires se produisent. Le fait que nous soyons là pour observer celle-ci est un exemple de biais anthropique. Nous ne pouvons observer que des coïncidences qui sont compatibles avec notre existence. Cinquièmement, la profondeur des cratères est bien expliquée par la physique des impacts et les processus géologiques. Le rebond isostatique, le remplissage par le magma et la relaxation visqueuse sur des échelles de temps géologiques contribuent tous à réduire la profondeur des grands cratères. De plus, les cratères très profonds sont géométriquement instables sur un corps avec un manteau même partiellement visqueux et tendent à s'aplatir avec le temps. Sixièmement, le problème de la falsifiabilité. L'hypothèse de la Lune creuse, dans sa forme la plus forte, n'est pas facilement falsifiable. Quelle que soit la donnée présentée, les partisans peuvent la réinterpréter pour la rendre compatible avec leur théorie. Les données sismiques montrent un manteau et un noyau. C'est la coque métallique qui simule cette signature. Donc la densité compatible avec un corps solide. La coque est très dense pour compenser le vide intérieur.
Cette flexibilité illimitée est un signal d'alarme en méthodologie scientifique, car une théorie qui peut tout expliquer n'explique en réalité rien. Voici mon évaluation honnête pour ce qu'elle vaut. L'hypothèse de la Lune creuse, dans sa forme forte, celle d'un vaisseau spatial artificiel, n'est pas soutenue par les données scientifiques disponibles. Les anomalies qu'elle invoque sont réelles, mais elles ont des explications conventionnelles plausibles, même si certaines de ces explications restent incomplètes. La science est un processus continu, et le fait que nous n'ayons pas encore des réponses parfaites à toutes les questions sur la Lune ne signifie pas que la réponse elle est artificielle. Ah bon, cela signifie simplement que nous avons encore beaucoup à apprendre. Cependant, et c'est important, je ne crois pas non plus qu'il soit sage de ridiculiser cette hypothèse sans examen. Les anomalies sont réelles. Les questions sont légitimes. Et l'histoire de la science est remplie d'exemples d'idées rejetées par le consensus qui se sont révélées correctes par la suite. La dérive des continents, proposée par Alfred Wegener en 1912, a été moquée pendant des décennies avant d'être confirmée. L'idée que des roches puissent tomber du ciel, c'est-à-dire les météorites, a été rejetée par l'Académie des sciences françaises au XVIIIe siècle comme une superstition populaire. Cela ne signifie pas que la Lune est creuse simplement parce que des idées marginales ont parfois eu raison. Ah, mais cela signifie que l'humilité intellectuelle est toujours de mise et que garder l'esprit ouvert tout en exigeant des preuves est la meilleure attitude face à l'inconnu. Et maintenant, nous arrivons à la partie que j'ai annoncée au début de ce voyage. La partie qui, selon moi, est encore plus choquante que la possibilité d'une Lune creuse. Parce que même si la Lune est exactement ce que la science conventionnelle dit qu'elle est, un satellite naturel formé il y a des milliards d'années, les découvertes récentes sont absolument stupéfiantes et changent fondamentalement notre compréhension de notre compagnon céleste. Si vous êtes encore avec moi, et j'espère que vous l'êtes, prenez un instant pour laisser un commentaire et me dire quelle partie vous a le plus surpris jusqu'à présent. À partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères spatiaux et restons ensemble pour la suite parce que ce qui vient va vous émerveiller. Commençons par l'une des découvertes les plus révolutionnaires de l'exploration lunaire moderne, l'eau sur la Lune. Pendant des décennies, la Lune a été considérée comme un monde complètement desséché. Les échantillons d'Apollo semblaient confirmer cette vision. Les roches lunaires étaient d'une aridité absolue, sans la moindre trace d'eau. La Lune était morte, sèche, stérile. Puis, en 2009, tout a changé. La mission L-CROSS de la NASA, pour Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, a délibérément précipité un étage de fusée dans le cratère Cabeus, situé près du pôle sud lunaire, dans une région en ombre permanente, et c'est-à-dire un endroit qui n'a jamais vu la lumière du Soleil en raison de l'angle d'incidence des rayons solaires au pôle. L'impact a soulevé un panache de débris que les instruments de L-CROSS ont analysés. Le résultat a été sensationnel. Le panache contenait de la glace d'eau, et pas qu'un peu. Les données suggéraient la présence de quantités significatives de glace d'eau dans les cratères ombragés en permanence des pôles lunaires. Mais la surprise ne s'est pas arrêtée là. En 2020, l'observatoire stratosphérique SOFIA de la NASA, un télescope infrarouge installé dans un avion Boeing 747 modifié, a détecté des molécules d'eau sur la surface ensoleillée de la Lune dans le cratère Clavius, l'un des plus grands cratères visibles depuis la Terre.
C'était révolutionnaire, parce que l'eau ne devrait pas pouvoir survivre sur les surfaces lunaires exposées au Soleil. Le rayonnement solaire intense et le vide spatial devraient l'évaporer presque instantanément. Pourtant, elle était là, probablement piégée dans des microbilles de verre formées par des impacts de micrométéorites ou incorporées dans la structure cristalline des minéraux. Les estimations actuelles suggèrent que les régions polaires de la Lune pourraient contenir des centaines de millions de tonnes de glace d'eau. D'où vient cette eau? Plusieurs sources sont possibles, des impacts de comètes au fil des milliards d'années, l'interaction du vent solaire, riche en ions hydrogène, avec les oxydes métalliques de la surface lunaire pour former des molécules d'eau, ou le dégazage volcanique de l'intérieur lunaire, dans un passé lointain. Quelle que soit son origine, cette eau change complètement les perspectives de l'exploration lunaire. L'eau, c'est la vie, c'est le carburant, c'est l'oxygène. L'eau sur la Lune signifie que l'établissement de bases lunaires permanentes est non seulement possible, mais considérablement plus réalisable que nous ne le pensions. Ensuite, il y a la découverte extraordinaire des grottes et des tubes de lave lunaire. La Lune a été volcaniquement active pendant une grande partie de son histoire, principalement entre 3 et 4 milliards d'années environ. Cette activité volcanique a créé les Marias, ces grandes plaines de basalte, mais elle a aussi créé quelque chose d'autre. D'immenses tunnels souterrains, des tubes de lave formés lorsque les coulées de lave se sont refroidies en surface tout en continuant à couler en dessous, créant des tubes creux une fois la lave épuisée. Sur Terre, les tubes de lave sont relativement modestes, généralement quelques mètres de large. Mais sur la Lune, grâce à la gravité plus faible et à l'absence d'érosion, ces tubes pourraient être gigantesques. Des études gravitationnelles et des observations orbitales ont identifié des ouvertures dans le sol lunaire appelées puits ou skylights, qui semblent être des effondrements de plafonds de tubes de lave, donnant accès aux vastes espaces souterrains en dessous. En 2024, des chercheurs utilisant les données radar de la mission Lunar Reconnaissance Orbiter ont confirmé l'existence d'une grotte accessible sous la mare Tranquillitatis, la mer de la Tranquillité, à proximité du site d'atterrissage historique d'Apollo 11. Cette grotte pourrait mesurer des dizaines, voire des centaines de mètres de largeur et s'étendre sur des kilomètres. Certains modèles suggèrent que les plus grands tubes de lave lunaire pourraient atteindre 1 kilomètre de diamètre et des centaines de kilomètres de longueur, suffisamment vastes pour abriter des villes entières. Ces grottes et tubes de lave sont extraordinairement précieux pour l'exploration humaine. Ils offrent une protection naturelle contre les radiations cosmiques et solaires qui sont mortelles à la surface lunaire non protégée par un champ magnétique ou une atmosphère épaisse. Ils protègent contre les impacts de micrométéorites qui bombardent constamment la surface. Et ils maintiennent des températures beaucoup plus stables que la surface, où les écarts entre le jour et la nuit sont de 300 degrés Celsius. Et voici une connexion intrigante avec notre sujet principal. Si la Lune n'est pas creuse au sens du vaisseau spatial artificiel, elle est néanmoins parcourue de vastes espaces souterrains naturels. Les portions creuses de la Lune pourraient ne pas être un immense intérieur vide, mais un réseau étendu de cavernes et de tunnels formés par l'activité volcanique, et nous n'avons jamais exploré ces espaces.
nous n'avons absolument aucune idée de ce qui s'y trouve. Parlons maintenant de la face cachée de la Lune, cette moitié de notre satellite que l'humanité n'a pu voir qu'à partir de 1959. Quand la sonde soviétique Luna 3 a renvoyé les premières images floues de la face cachée, les scientifiques ont été stupéfaits par ce qu'ils ont vu, ou plutôt par ce qu'ils n'ont pas vu. Pas de Maria, presque aucune des grandes plaines sombres qui dominent la face visible. À la place, une surface entièrement couverte de haute terre claire, criblée de cratères de toute taille, avec une croûte beaucoup plus épaisse. Cette asymétrie est l'une des caractéristiques les plus frappantes de la Lune, et elle n'a toujours pas d'explication définitive. Plusieurs théories ont été proposées. L'une d'elles suggère que la chaleur de marée générée par la gravité terrestre a été plus intense sur la face proche, causant un amincissement de la croûte et facilitant les éruptions volcaniques qui ont formé les Marias. Une autre propose qu'un impact géant sur la face cachée, créant le bassin pôle sud Aitken, où a éjecté suffisamment de matériaux pour épaissir la croûte de la face proche par accrétion. Mais les modèles ont du mal à reproduire ce scénario. Une troisième théorie suggère que la solidification asymétrique de l'océan de magma lunaire initial, due à l'influence thermique de la Terre, a créé des compositions crustales différentes des deux côtés. Aucune de ces explications n'est pleinement satisfaisante et l'asymétrie de la Lune reste un sujet de recherche active. En 2019, une découverte sous le bassin pôle sud Aitken a fait les gros titres de la presse scientifique mondiale. Des chercheurs de l'université Baylor, analysant les données de la mission Grail de la NASA, qui avait cartographié le champ gravitationnel de la Lune avec une précision sans précédent, ont détecté une masse anomale colossale enfouie sous le bassin. Cette masse, pesant environ 2,18 milliards de tonnes, est si importante qu'elle déforme le fond du bassin vers le bas de près d'1 kilomètre. Que pourrait être cette masse ? L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agit du noyau métallique de l'astéroïde géant qui a créé le bassin il y a environ 4 milliards d'années, encore incrusté dans le manteau lunaire. Cet objet, composé principalement de fer et de nickel, serait resté coincé dans l'intérieur de la Lune au lieu de s'enfoncer jusqu'au noyau. C'est une explication fascinante et raisonnable, mais elle pose ses propres questions. Comment un tel objet a-t-il pu rester en place pendant des milliards d'années sans être absorbé par le manteau ? Quelle est la structure exacte de cet objet ? Et y en a-t-il d'autres, plus profondément enfouis, que nous n'avons pas encore détectés ? Maintenant, explorons les missions lunaires les plus récentes, parce qu'il y a une véritable renaissance de l'exploration lunaire en cours, et les résultats sont passionnants. Le programme chinois Chang'e est probablement le programme lunaire le plus ambitieux et le plus productif du XXIe siècle. La mission Chang'e 4, en janvier 2019, a accompli un exploit historique, le premier atterrissage en douceur sur la face cachée de la Lune dans le cratère von Karman, situé à l'intérieur du gigantesque bassin pôle sud Aitken. Le rover Yutu-2 a analysé les roches du cratère et a trouvé quelque chose de remarquable. Des matériaux qui semblent provenir du manteau profond de la Lune, principalement de l'olivine et du pyroxène. C'est la première fois que des matériaux du manteau lunaire ont été identifiés directement à la surface, et cela fournit des données cruciales pour comprendre la composition interne de la Lune. La mission Chang'e 5, en décembre 2020,
a rapporté sur Terre les premiers échantillons lunaires frais depuis la mission soviétique Luna 24 en 1976, soit 44 ans d'attente. Les 1,73 kg de sol et de roches provenant de l'Oceanus Procellarum, l'océan des tempêtes, ont révélé que ces roches basaltiques n'ont que 2 milliards d'années, ce qui les rend les plus jeunes roches volcaniques lunaires jamais échantillonnées. Cela signifie que la Lune était volcaniquement active beaucoup plus récemment que ce que les scientifiques pensaient. Et les modèles thermiques de la Lune prédisaient que l'activité volcanique aurait dû cesser il y a environ 3 milliards d'années. Comment la Lune a-t-elle maintenu des éruptions volcaniques 1 milliard d'années plus tard que prévu? C'est un mystère qui remet en question notre compréhension de l'intérieur lunaire et de ses sources de chaleur. En 2024, la mission Chang'e 6 a accompli un autre exploit historique en rapportant les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Ces échantillons, provenant du bassin Apollo sur la face cachée, sont en cours d'analyse et pourraient révéler pourquoi les deux faces de la Lune sont si différentes. C'est potentiellement l'une des contributions les plus importantes à la science lunaire depuis les missions Apollo elles-mêmes. Le programme indien Chandrayaan a également produit des résultats remarquables. Chandrayaan 1, lancé en 2008, a contribué à la découverte d'eau et d'hydroxyle sur la surface lunaire. Et Chandrayaan 3, en août 2023, a réussi le premier atterrissage en douceur près du pôle sud lunaire, une région d'intérêt scientifique et stratégique majeure en raison de ses réserves de glace d'eau. Le rover Pragyan a détecté du soufre, de l'aluminium, du calcium, du fer, du chrome, du titane, du manganèse, du silicium et de l'oxygène dans le sol lunaire polaire, confirmant une richesse minérale considérable. Le programme Artemis de la NASA représente le retour de l'humanité sur la Lune. Artemis 1, lancé en novembre 2022, a été un vol d'essai non habité de la capsule Orion autour de la Lune, qui s'est déroulé avec succès. Artemis 2 doit emporter un équipage humain pour un survol de la Lune, la première mission habitée au-delà de l'orbite terrestre depuis Apollo 17 en décembre 1972. Et Artemis 3 doit marquer le retour d'astronautes sur la surface lunaire, avec pour la première fois une femme et une personne de couleur parmi l'équipage. Au-delà de ces premières missions, le plan prévoit la construction du Gateway, une station spatiale en orbite lunaire qui servira de relais entre la Terre et la surface lunaire et éventuellement de point de départ vers Mars. La mission japonaise SLIM, atterrie en janvier 2024, a démontré une capacité de précision d'atterrissage inédite, se posant à moins de 100 mètres de sa cible, lui valant le surnom de Moon Sniper. Bien que l'atterrisseur se soit retrouvé à l'envers, et ses panneaux solaires ont fini par recevoir suffisamment de lumière pour fonctionner, et les données recueillies sont précieuses. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est la course lunaire elle-même. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Agence spatiale européenne, la Russie et de nombreuses entreprises privées visent toute la Lune avec une urgence et un enthousiasme qui rappellent les années 1960. Pourquoi cette soudaine ruée vers la Lune après des décennies de relatif désintérêt? Officiellement, les raisons sont scientifiques et économiques. Eau, hélium, 3 comme potentiel combustible de fusion, terres rares, position stratégique comme base de lancement vers Mars. Mais certains se demandent si d'autres motivations
moins publicisée, pourrait également être en jeu. Et les prochaines décennies verront une transformation radicale de notre relation avec la Lune. Des réseaux de sismomètres, bien plus sophistiqués que ceux d'Apollo, seront déployés, nous donnant pour la première fois une image véritablement détaillée de l'intérieur lunaire. Des radars pénétrants sonderont les profondeurs de la croûte et du manteau. Des foreuses pénétreront bien plus profondément que les quelques mètres atteints par Apollo. Des rovers exploreront les tubes de lave et les grottes. Et des bases habitées seront établies, permettant des études à long terme impossibles lors de brèves visites de quelques jours. Et c'est ici que nous arrivons à la révélation centrale de cette exploration, à la raison pour laquelle le titre de cette vidéo dit « Mais ce n'est pas la partie la plus choquante ». Que la Lune soit creuse ou non, voici ce qui est véritablement choquant. Après plus d'un demi-siècle d'exploration spatiale, après des centaines de missions, après 12 hommes ayant foulé sa surface, après des centaines de kilogrammes d'échantillons rapportés sur Terre, après des milliers d'articles scientifiques, nous ne comprenons toujours pas vraiment notre voisin le plus proche dans l'espace. La Lune est à 384 400 km, une distance si courte à l'échelle cosmique qu'un signal radio la parcourt en 1 seconde et 3 dixièmes. Et pourtant, des questions fondamentales sur son origine, sa structure interne, ses ressources et son histoire restent sans réponse. Nous ne savons pas définitivement comment la Lune s'est formée. Nous ne savons pas pourquoi elle est si différente de tout autre corps du système solaire. Si nous ne savons pas ce qui se cache dans ces grottes et ces tubes de lave, nous ne savons pas l'étendue exacte de ses ressources, en eau et en minéraux. Nous ne savons pas pourquoi son volcanisme a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Nous ne savons pas pourquoi son champ magnétique ancien était aussi puissant. Nous ne savons pas pourquoi ces deux faces sont si radicalement différentes. Et nous ne savons pas ce que cette masse gigantesque enfouie sous le bassin pôle Sud Aitken est exactement. La Lune est un livre que nous avons à peine commencé à lire. Et les pages que nous avons tournées jusqu'ici suggèrent une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et beaucoup plus mystérieuse que ce que nous avions imaginé. Mais au-delà des mystères scientifiques, il y a une dimension encore plus profonde à considérer. Et réfléchissons ensemble à ce que la Lune représente dans le contexte plus large de notre place dans l'univers. La Lune n'est pas simplement un satellite naturel parmi d'autres. C'est, de manière vérifiable et mesurable, l'un des facteurs les plus critiques qui ont permis l'émergence de la vie intelligente sur Terre. Sans elle, notre axe de rotation serait chaotique, nos saisons seraient inexistantes ou extrêmes, nos marées seraient négligeables, et la transition de la vie marine vers la vie terrestre aurait été infiniment plus difficile. La Lune a ralenti notre rotation, stabilisé notre climat, créé nos marées et protégé notre planète. Elle a, en un sens très réel, permis notre existence. Cela soulève une question vertigineuse dans le cadre de ce qu'on appelle le principe anthropique. Le principe anthropique, dans sa forme faible, dit simplement que nous ne pouvons observer que des conditions compatibles avec notre existence. Nous ne pouvons pas être sur une planète sans lune stabilisatrice parce que, sur une telle planète, nous n'aurions jamais évolué pour poser la question. Mais la forme forte du principe anthropique va plus loin et suggère que l'univers semble être finement réglé pour permettre l'émergence d'observateurs conscients.